Le jour de la Saint-Valentin 1998, un couple passait l'un des meilleurs moments ensemble qu'ils n'avaient pas eu depuis longtemps. Ils avaient confié leur fille aux grands-parents et étaient partis en escapade romantique dans une station balnéaire. Un bon pour le week-end, n'est-ce pas? Tout allait bien. Le mari avait préparé plusieurs surprises pour son épouse, mais il n'imaginait pas que la plus grande surprise serait qu'ils se retrouveraient au milieu d'une tragédie, quand un incendie à l'hôtel a détruit leur chambre et leur famille. Prenez du pop-corn, car voici un cas avec un rebondissement, comme on les aime ici dans Quel monde est-ce? Préparez-vous à être surpris. Salut mon beau peuple, je suis Sue et soyez les bienvenus sur la chaîne. Si comme moi vous aimez les histoires bizarres, les faits divers, les théories du complot, les curiosités, toutes ces choses vraiment étranges et folles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et aimer, commenter, partager, car tout cela aide beaucoup de monde ici sur la chaîne. Super, lançons la vidéo. Alors allons-y les amis. Mais avant, laissez-moi juste vous expliquer ça, parce qu'il fait un froid de canard ici en Australie, on n'a plus de bois de chauffage et j'ai cette petite bouillotte ici parce qu'il fait vraiment très froid, d'accord? Juste pour vous expliquer, aujourd'hui, on va aller dans le Maryland, aux États-Unis. Steve et Kim Rico sont montés dans la voiture, se sont regardés et ont échangé un grand sourire. Ils étaient très impatients pour un voyage spécial que Steve avait organisé depuis des semaines. Kim ignorait où ils allaient et ce qu'ils feraient, car Steve avait tout gardé secret. Il voulait vraiment lui faire une grande surprise. En 1998, il était difficile de préparer un voyage avec une application sur le téléphone. Donc, ces dernières semaines, Kim voyait Steve au téléphone tout le temps, mais il ne laissait pas Kim entendre ce qu'il disait. À son arrivée, il baissait la voix ou raccrochait pour éviter qu'elle découvre quelque chose. Steve avait un journal intime et Kim le voyait aussi souvent en train d'écrire quelque chose. Après avoir raccroché le téléphone, elle pensait qu'il écrivait à propos de ce qu'il était en train de planifier. Il a seulement dit à sa femme en faisant les valises « Prends une robe élégante ». Je ne sais pas si ça m'aurait plu, j'aurais aimé la surprise, mais il me fallait plus d'infos pour préparer ma valise. Qui est d'accord? On retourne à la voiture? Ils avaient laissé leur fille de 8 ans chez ses grands-parents, dans un quartier éloigné du Maryland, et étaient ravis d'avoir le week-end pour eux. Les parents connaissent bien cette excitation. Il est parti quand la voiture a démarré. Kim a demandé « Tu vas me dire où on va ?» Steve a souri. Ce n'est pas une surprise. Kim a poussé un petit soupir, faisant semblant d'être contrariée, puis elle s'est adossée au siège comme si elle était fâchée, tu vois. Mais en réalité, au fond d'elle, elle était super heureuse. C'est parce que, ces derniers temps, leur mariage allait de mal en pis. Ils ont failli divorcer. Jusque-là, pour Kim, voir Steve faire autant d'efforts, peu importe ce qu'ils allaient faire, montrait qu'ils se battaient vraiment pour leur mariage. Elle voyait qu'il faisait tout pour la rendre heureuse. Kim et Steve étaient mariés depuis 9 ans et très différents. Steve, grand gaillard de presque 2 mètres, était très casanier et introverti. Du genre qui, s'il le pouvait, s'éloignerait de la société et passerait une journée sans interagir avec qui que ce soit, tu vois? Kim, en revanche, était tout le contraire. Elle était super extravertie et très sociable. Beaucoup de gens disaient que quand ils se sont rencontrés, ils pensèrent que cette relation ne marcherait jamais à cause de cette différence. Mais tu sais ce qu'on dit, n'est-ce pas? Les opposés s'attirent, et c'est ce qui leur est arrivé. Tu verras. Quand ils se sont rencontrés, Kim avait une 20aine d'années et sa vie était un peu chamboulée. Elle venait d'abandonner la fac et jusque-là, ses expériences amoureuses avaient été assez aventureuses. Elle aimait faire la fête, le désordre et rencontrer des gens en soirée ou au bar. Ses relations commençaient bien, mais échouaient toujours. Ceux qu'elle choisissait ne voulaient eux aussi que s'amuser et ils finissaient par rompre. Mais quand elle a rencontré Steve, c'était très différent. Steve, comme je l'ai déjà dit, était immense, ancien joueur de football américain, mais très gentil et courtois, presque un énorme Winnie l'ourson. Ils se sont rencontrés grâce à des amis communs. Et Kim s'est vite rendu compte que ce gars-là était différent, qu'il la traitait avec respect, qu'il était loyal et qu'il se souciait vraiment d'elle. Ils se sont vite entendus et Kim est rapidement tombée enceinte. Kim a été un peu désespérée au début, mais Steve a été extrêmement heureux de cette nouvelle et il lui a demandé sa main. Quelle belle chose! Kim n'a pas hésité une seconde et a dit oui. Même s'ils ont traversé les difficultés normales d'un jeune couple avec un petit enfant, ce mariage a vraiment été un facteur de stabilité dans la vie de Kim. Elle est retournée à l'université,
a obtenu son diplôme et a vite trouvé un poste de technicienne chirurgicale à l'hôpital. Regardez ça. Steve a été un super papa, restant à la maison avec leur fille bébé pour que Kim puisse reprendre ses études et obtenir son diplôme. Ensuite, il a repris son poste de directeur de golf. Même si tout allait bien au début, malheureusement, au cours de la dernière année, Kim avait ressenti un changement chez Steve. Il est passé d'une personne timide et introvertie, mais fonctionnelle en société, à quelqu'un qui a presque totalement cessé d'interagir. Steve refusait d'accompagner Kim et ne voulait parler à personne, ni voir leurs amis ou leur famille. Il voulait juste rester à la maison, regarder la télévision ou passer son temps au sous-sol avec ses passe-temps et ses projets. Apparemment, Steve montrait des signes de dépression, mais ce comportement rendait tout un peu étouffant pour Kim. Elle essayait de l'aider, elle lui parlait, elle disait « Tu dois faire une thérapie, parler à quelqu'un, je vais y aller avec toi, on peut faire une thérapie de couple. » Mais Steve a refusé. Lors du Nouvel An 1998, Kim a décidé qu'elle en avait assez. Elle était malheureuse et pensait que Steve ne changerait pas, alors elle lui a dit vouloir divorcer. Quand Steve a entendu ça, il a eu un déclic et a compris la gravité de la situation. Tu vois ? Il savait que Kim était malheureuse avec lui, mais il n'imaginait pas qu'elle pensait à se séparer. C'est alors que Steve a presque supplié Kim de lui donner une autre chance. La laisser lui prouver qu'il allait changer, qu'il le voulait, qu'il voulait se battre pour leur mariage et tout ça. Bien qu'elle doutât qu'il change, Kim a dit « D'accord, essayons ». C'est pourquoi Steve a organisé cette escapade secrète pour la Saint-Valentin. Ce voyage était censé marquer le début de leur nouveau mariage, amélioré. C'est pourquoi Kim était si enthousiaste à l'idée du voyage et optimiste quant à l'avenir de leur mariage. Après 1h30 de route, Steve a quitté l'autoroute et ils sont arrivés dans une belle région côtière du Maryland. Steve est arrivé au parking du Harbortown Golf Resort, a coupé le moteur, s'est tourné vers Kim et a dit « Nous sommes arrivés ». Kim, elle était émerveillée par tout cela, elle a regardé son mari et elle n'arrivait même pas à parler. Ce complexe était vraiment très chic, de très haut standing, tu vois. Pelouse impeccable, tout était rangé. Elle a souri, sauté de la voiture. Main dans la main, ils sont entrés tels deux tourtereaux. Faire le check-in pendant qu'ils faisaient le check-in. La personne derrière le comptoir leur a offert des coupes de champagne et la réceptionniste a dit que leur chalet était la plus belle propriété du complexe. Kim et Steve étaient encore plus excités. Ils ont bu leur champagne, ont pris les clés du chalet et sont allés à la voiture pour conduire un peu plus loin dans le complexe, jusqu'à ce fameux chalet. Et quand ils sont arrivés, ils se sont rendus compte que la réceptionniste avait raison. Le chalet était vraiment charmant, avec une vue sur la baie, un truc vraiment chic, tu vois. Et quand ils sont entrés, Kim a été complètement impressionnée. La suite était rustique, avec un poêle à bois central, 2 lits aux draps soignés et un coin petit déjeuner avec table. Elle explorait la chambre en souriant, pendant que Steve pensait sûrement « Ce soir, c'est la bonne ». Kim a alors vu une carte sur la table ressemblant à une invitation de mariage. Elle, confuse, a regardé Steve qui a souri. « Tu peux l'ouvrir ». Elle a ouvert l'enveloppe et lu la carte. C'était une invitation de mariage, mais pour un faux mariage. Je vais t'expliquer. Steve avait bien planifié le week-end grâce au forfait incluant ce superbe chalet. Également une pièce professionnelle et un dîner dans les jardins du complexe hôtelier. Kim a lu la description du spectacle avec dîner sur cette invitation. C'était une représentation interactive où un crime a lieu et le public doit deviner le coupable, comme un jeu de détective réel. Si tu aimais ce jeu, dis-le en commentaire. Moi j'adorais, mais revenons à l'histoire. Le dîner-théâtre, un mystère de meurtre intitulé « La mariée qui a pleuré », mettait en scène un faux mariage joué par les acteurs. Et, à la fin du mariage, quelqu'un allait être assassiné. Et le public devait découvrir qui avait fait ça. Pour une extravertie comme Kim, cette activité était idéale. Le geste de Steve l'a beaucoup touchée, car elle a vu qu'il quittait sa zone de confort et faisait de grands efforts pour sauver leur mariage. Elle savait qu'un tel événement était inconfortable pour Steve, mais il voulait la voir heureuse et s'amuser. Alors, après que Kim ait fini de lire la carte, elle s'est retournée et a regardé Steve. Et Steve était un peu nerveux, parce qu'il n'était pas sûr que Kim allait aimer ça. Elle a souri, s'est approchée pour le câliner, et Steve, très heureux, l'a serré fort dans ses bras. Tu vois, comme ça,
Ils ont passé des heures près de la cheminée dans leur chalet à discuter de l'avenir. Ils racontaient juste des histoires, s'amusaient pendant que Kim sirotait un champagne que l'hôtel avait laissé dans le chalet pour eux. 19h, Steve et Kim ont mis leurs plus beaux habits et sont allés à la zone du complexe où se tenait le dîner-spectacle. C'était une salle d'événements avec de nombreuses tables rondes pour le club. Après que tous les membres du public se soient installés, les acteurs et actrices en sont entrés dans la salle. Ils étaient tous habillés avec leur tenue de mariage. Il y avait une mariée, un marié, un cortège, et le public était invité à participer comme de vrais invités. Le public devait se lever, interagir et discuter avec les acteurs et invités comme si tout était réel. Tu vois? Quand la cérémonie a commencé, Kim a été absorbée par la performance. Elle était ravie, interagissait avec les acteurs, discutait avec les invités et faisait semblant de faire partie du mariage. La pièce parlait d'un marié issu d'une famille de la mafia qui forçait la mariée à l'épouser et menaçait sa famille. Le point fort fut quand le marié a porté un toast, bu une gorgée de champagne et est tombé raide mort. Kim a observé la scène avec attention et a tout adoré. Mais quand elle regardait Steve, espérant qu'il s'amusait aussi, elle était frustrée. Parce que Steve faisait la tête et clairement, il ne s'amusait pas du tout, tu vois. Il n'aimait pas ce genre d'événement, non. Elle tentait tout de même d'encourager son mari. « Et chérie, tu en penses quoi? Qui est l'assassin? Participe !» Mais Steve l'a complètement ignorée. On aurait dit qu'elle n'était pas là, la pièce inexistante, et il était complètement déconnecté. À la fin de la pièce, Kim et d'autres spectateurs enthousiastes ont découvert que la meurtrière était la mère de la mariée qui avait empoisonné le marié. Après la révélation, la pièce s'est achevée quand tous se sont levés et sont sortis. Kim était agacé contre Steve, silencieux et de mauvaise humeur pendant la pièce, comme s'il regrettait d'être venu. « Pourquoi tu ne fais même pas semblant d'apprécier, hein ?» Mais Kim s'est aussi dit « Tu sais quoi? Steve a fait beaucoup d'efforts pour ce week-end, il essaie clairement. Je ne veux pas me disputer, je laisse tomber. Parfois c'est mieux. » Kim a dit à Steve « Et si on retournait à notre chalet? Il y a quelques bières là-bas, on peut juste profiter de la soirée là-bas. » Steve a accepté tout de suite et a dit « D'accord, super, faisons ça. » Et on aurait dit que c'était exactement ce dont Steve avait besoin pour retrouver le sourire. Sortis de la foule, ils ont marché jusqu'au chalet, main dans la main, riant et racontant des histoires. Ils sont entrés dans le chalet, Steve a posé les bières sur la table et Kim est allée aux toilettes mettre quelque chose de plus confortable. Elle est sortie avec une lingerie sexy, toute séduisante, et Steve devait être comment, hein les amis? Après l'amour, Kim est allée dans le hall de l'hôtel pour commander à manger pendant que Steve restait dans la chambre. Quelques heures après, les clients du hall ont entendu une agitation. Une femme criait désespérément que son chalet brûlait et que son mari était encore dedans. Un client nommé Philippe s'est immédiatement tourné vers son cousin, qui était avec lui, et tous les deux ont couru vers le chalet pour essayer d'aider. À leur arrivée, de la fumée noire sortait des fenêtres. Philippe a couru à la porte, mais elle était verrouillée. Il a crié pour vérifier une présence, sans réponse. Philippe a alors demandé à son cousin d'aller chercher un extincteur à la réception. En courant au fond du chalet, Philippe a trouvé une porte coulissante non verrouillée. Il l'a ouverte, laissant sortir la fumée, puis s'est allongé au sol pour s'en protéger. Et aussi pour avoir une meilleure visibilité. Comme la fumée s'accumulait au plafond, il y avait une poche d'air juste en bas, près du sol. Philippe a regardé à l'intérieur, mais à cause de la chaleur et de la fumée, il ne voyait rien. Il a cependant aperçu des pieds au centre de la pièce. Quelqu'un était allongé par terre, Philippe a crié et appelé, mais la personne ne bougeait pas. Tu te rends compte? Le chalet appartenait à Kim et à Steve, et la personne immobile, c'était Steve. Philippe a décidé de ramper à l'intérieur de la chambre alors que le feu prenait de l'ampleur, couvrant presque toute la pièce. Philippe avançait vers Steve en toussant et s'étouffant dans la fumée, jusqu'à l'atteindre enfin. Elle a secoué son pied pour le réveiller, mais il restait immobile. Alors que le feu s'intensifiait et que la fumée s'épaississait, Philippe paniquait, redoutant d'être coincée elle aussi. Alors, elle a saisi la jambe de Steve et l'a traîné vers la porte. Ce n'était pas facile, il était énorme, non? Il faisait près de 2 mètres, très lourd, alors que Philippe non. Elle devait rester accroupie pour éviter la fumée et tirer Steve en même temps. Tu imagines?
Elle a difficilement tiré Steve jusqu'à la porte. Épuisé, son cousin est arrivé et a attrapé l'autre jambe, donnant un coup pour l'aider. Et finalement, ils ont réussi à le traîner hors du chalet. Sauf que quand ils ont enfin pu regarder Steve, il est devenu immédiatement évident qu'il était mort. Son visage et sa poitrine étaient déjà brûlés. Les secours sont arrivés peu après et les pompiers ont vite maîtrisé l'incendie. L'incendie est finalement resté limité au coin du lit du couple. Les ambulanciers ont confirmé que Steve n'a malheureusement pas survécu à ses blessures. La police a conclu que l'incendie était accidentel après analyse de la scène. La chambre était jonchée de bouteilles de bière vides sur la table de chevet et la table. Un paquet de cigares ouverts avec un cigare manquant et un magazine Playboy ouvert au sol ont été trouvés. Kim a raconté que Steve avait beaucoup bu pendant la représentation théâtrale et qu'il avait aussi bu plusieurs bières. Quand ils sont retournés dans la chambre, après avoir fait leur petite affaire à la boutiaka, Steve est resté allongé sur le lit, fumant un cigare et lisant un magazine pendant qu'elle est sortie chercher quelque chose à la réception. On pense que Steve s'est endormi, son cigare a brûlé l'oreiller et déclenché un incendie. Sa mort a bouleversé Kim et sa famille. Les enquêteurs étaient satisfaits de la conclusion selon laquelle il s'agissait bien d'un incendie accidentel. Mais les choses n'étaient pas aussi simples que ça. Vous êtes prêts pour le rebondissement ? Alors, allons-y. Les amis de Steve ont trouvé étrange qu'il soit ivre et fume un cigare, car il buvait rarement, juste une bière de temps en temps avec eux. Il détestait fumer, l'odeur de cigarette ou de cigare le rendait malade. C'est louche, non ? Mais attends, ce n'est pas fini. Les policiers parlèrent d'une mort accidentelle par incendie, mais le médecin légiste a voulu effectuer des tests, et c'est alors que tout est devenu étrange. Aucun alcool n'a été détecté dans son sang, contredisant totalement Kim qui affirmait qu'il était ivre depuis le dîner et avait encore bu en chambre. Attends, ça va empirer. Aucune modification de la concentration de monoxyde de carbone n'a été trouvée dans son sang et aucune trace de cendre dans ses poumons. Ses voies respiratoires ne montraient aucune brûlure, contrairement aux victimes d'incendie. Il en a donc conclu que Steve était déjà mort avant le début de l'incendie. Regardez. Aucun processus pathologique ou maladie naturelle n'a été identifié dans sa mort, et qu'en fait, il n'était pas intoxiqué et en réalité, il était déjà mort avant l'incendie. Ce qui m'a amené à croire qu'en réalité, il avait été empoisonné avec un autre type d'agent que nous n'avons pas pu identifier. Les enquêteurs ont aussi tenté de recréer l'incendie pour vérifier si un cigare allumé pouvait provoquer un feu en tombant sur l'oreiller. Il se trouve qu'aux États-Unis, la loi oblige les hôtels à utiliser un type de tissu spécial, résistant au feu, pour le linge de lit. Même en laissant plusieurs cigares allumés sur la tête d'oreiller, cela n'a pas causé un incendie comme celui survenu dans cette chambre. Avec cette nouvelle information, les enquêteurs ont décidé de se plonger à fond dans l'affaire. Il était évident que quelque chose de plus s'était passé là et qu'il s'agissait probablement d'un incendie criminel. En parlant avec des proches du couple, ils ont appris qu'il traversait une crise et que Kim avait menacé de divorcer. Elle est devenue la principale suspecte, mais sans preuve contre elle, et elle avait accepté de redonner une chance à Steve. Des témoins ont rapporté que, bien que Steve ait peu interagi lors du dîner-spectacle, il paraissait heureux en couple, marchant main dans la main et riant. L'un des policiers a décidé d'enquêter de plus près sur cette histoire de cigare, car Steve détestait fumer et tout à coup, il avait décidé de fumer un cigare comme ça, sans raison apparente. Un emballage dans la voiture portait une étiquette avec un autre prix. Et l'enquêtrice a fait le tour de tous les magasins de cigares de la région jusqu'à finalement trouver la boutique qui utilisait cette étiquette spécifique. Et maintenant, mes amis du beau monde, voici un conseil. Ne traitez jamais mal, ni ne soyez désagréable avec la personne qui vous sert. C'est parce que, en montrant les photos à la vendeuse de cette boutique, elle a immédiatement reconnu la femme. Kim était venue à la boutique quelques jours avant pour acheter des cigares et des bières. La vendeuse se souvenait d'elle avec certitude, malgré de nombreux clients chaque jour. Elle a dit que, quand Kim a payé, la vendeuse a complimenté ses cheveux roux et a demandé où elle avait acheté la teinture. Kim, furieuse, a répondu que ses cheveux étaient naturels. Elle a insulté la vendeuse et est partie sans gêne. C'est incroyable qu'elle soit aussi odieuse. Le visage de Kim est resté dans la mémoire de la femme. Quand le policier a montré sa photo, elle s'en est aussitôt souvenue. Donc c'est un conseil, d'accord ? Ne soyez pas désagréable avec la personne qui vous sert.
surtout si vous comptez commettre un crime. Mais moi, je ne vais pas en commettre, non. Avec cette information, les enquêteurs ont approfondi la vie privée de Kim. Ils ont découvert que ce n'était pas uniquement l'introversion de Steve qui poussait à la séparation. Il se trouve qu'elle avait déjà une liaison avec un homme de 10 ans plus jeune, un militaire de l'armée, et qu'ils étaient déjà ensemble, tu vois. Depuis des mois, elle voulait divorcer pour assumer sa relation avec le jeune. Si c'était déjà compliqué pour Kim, attends, ça va empirer. Si vous nous suivez dans « C'est quoi ce monde ?», vous devinez sûrement ce qu'ils ont découvert. Je vous laisse deviner, mes amis. Steve avait une assurance vie de 150 000 $ et la bénéficiaire, c'était Kim. De plus, ils ont découvert qu'elle avait souscrit, quelques semaines avant le voyage, une autre assurance à son nom de 250 000 $. En tant que seule bénéficiaire, elle allait recevoir près de 2,5 millions de réés ajustés à aujourd'hui. Il fallait encore comprendre comment elle aurait éliminé son mari. La cause du décès n'étant ni la fumée ni les brûlures, il était déjà mort avant que l'incendie ne débute. Ils ont interrogé les collègues de Kim, qui était assistante chirurgicale, vous vous souvenez? Donc, elle avait accès à des médicaments utilisés lors des opérations, plus précisément à des médicaments utilisés pour l'anesthésie. C'est alors qu'un collègue de travail a raconté qu'un jour, Kim discutait avec lui et se plaignait de son mari. En plaisantant, elle lui a demandé combien il prendrait pour tuer Steve. Le collègue n'a pas pris cela au sérieux, pensant qu'elle plaisantait, et lui a répondu sur le même ton. Pourquoi ne pas lui injecter toi-même une surdose de succinylcholine? De succinylcholine? Comme ça, il dormirait pour toujours. Ce médicament est un bloqueur neuromusculaire utilisé en anesthésie qui agit instantanément et paralyse tous les muscles du corps. La personne reste consciente sans pouvoir bouger, mais à forte dose, cela peut provoquer un arrêt respiratoire et la mort. Le collègue a dit qu'au lieu de rire, Kim est restée sérieuse, comme si elle prenait l'idée au sérieux. Mais il y avait un problème. La succinylcholine disparaissait vite du sang et aucun test toxicologique ne permettait de l'identifier dans les cadavres. Une substance presque idéale pour un meurtre, non? Malgré seulement des preuves circonstancielles, ils ont placé Kim en détention préventive. Après l'enquête, ils ont établi la chronologie du crime. Alors que Steve préparait un week-end romantique pour sauver son mariage, Kim préparait aussi quelque chose, mais c'était l'assassinat de son mari. Elle voulait vivre son histoire d'amour avec son amant et toucher l'assurance vie. Après le dîner, elle s'est habillée sexy et est allée au lit avec Steve. On ne sait pas s'ils sont allés jusqu'au bout et qu'elle a attendu qu'il s'endorme, ou si elle est arrivée directement avec une seringue et lui a injecté le produit. Dès qu'ils se sont couchés, l'injection l'a aussitôt immobilisé. Elle l'a traîné au sol, posé le magazine ouvert près de lui, dispersé des bouteilles de bière vides dans la pièce. Regarde bien ce désespoir. Une surdose du médicament entraîne un arrêt respiratoire, mais pas instantanément. Steve devait être conscient, voyant sa femme le traîner par terre et préparer la scène du crime. Et il était là, incapable de bouger. Imaginez, quelle horreur. La dernière chose qu'il a dû voir, c'est elle en train de jeter un liquide inflammable sur son visage et sur le lit pour provoquer l'incendie. Après avoir incendié Steve, Kim est sortie calmement par la porte arrière avant de mourir d'un arrêt respiratoire. Elle est ensuite allée dans le hall du complexe, simulant le désespoir en affirmant que le chalet brûlait et que son mari était dedans. Il faut vraiment manquer de cœur, non? Au final, même s'il n'y avait aucune preuve irréfutable qu'elle avait réellement commis le crime pendant le procès, le ministère public a réussi à convaincre le jury qu'il y avait suffisamment de preuves circonstancielles pour démontrer qu'elle était vraiment coupable. Principalement, l'assurance vie en question et son accès, grâce à son travail, à la substance qui a probablement été utilisée dans le crime, ont fait qu'elle a été condamnée à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Elle maintient son innocence et a déjà accordé des interviews en prison affirmant avoir été condamnée à tort. Qu'en pensez-vous? Est-elle vraiment innocente? Donnez déjà votre avis en commentaire. Le seul aspect positif de cette histoire, si l'on peut dire qu'un crime aussi atroce en a un nom, le seul point positif est que ce crime a conduit des scientifiques légistes
a créé un examen toxicologique pour détecter cette drogue lors des autopsies. Maintenant, plus personne ne peut utiliser cette substance pour commettre un crime sans conséquence, n'est-ce pas? Quelle histoire étrange et retournement de situation. Comme on aime, vous avez aimé, si vous aimez. Commentez déjà ici, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like, profitez-en pour partager, les gens qui aiment ces folies-là, partagez ça tout de suite, d'accord? Et restez connectés pour la prochaine vidéo. À bientôt! Mon Dieu, juste un cheveu blanc. Mon Dieu, Matheus, c'est un cheveu blanc. Au revoir, cheveux blancs. Blanc, grand. Au revoir.